Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. RDC, FMI, la coopération peut à nouveau reprendre. Une délégation des experts de cette institution financière internationale sont attendus à Kinshasa dans les tout prochains jours, annonce le gouvernement. Pendant ces temps, l'Assemblée nationale et le Sénat sont sur les pieds de guerre. Les coupes opérées par la Chambre basse sous la dotation de la Chambre des sages et à la base de cette situation, les sénateurs s'en vont en colère à vacances parlementaires. Les détails dans ce journal. Un autre titre à la une de l'actualité, c'est l'insécurité au Nord Katanga. Les élus de cette partie du pays s'en remettent au ministre de l'Intérieur pour des mesures appropriées contre les exactions des Maï Maï et les autres groupes armés qui écument ce coin sur les populations civiles. Enfin, la menace de grève brandie par les syndicats de l'EPSP n'aura été qu'un pétard mouillé. Le gouvernement a finalement réussi à les convaincre à reprendre du service pour la réussite de l'année scolaire en cours, moyennant bien sûr la promesse de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Bonsoir. À Kampala, la 9e plénière n'aura lieu que dans 48 heures. Dimanche, les facilitateurs ont poursuivi ses contacts séparés avec les délégués de deux partis. La délégation de Kinshasa a eu une séance de travail sur les contenus à donner à la prochaine plénière. La session extraordinaire se clôture au Parlement sur fond d'une vive colère côté Sénat. En effet, les deux chambres n'ont pas pu se mettre d'accord sur la loi des finances 2013 renvoyée en seconde délibération par le chef de l'État. Les sénateurs en particulier en appellent à l'arbitrage du chef de l'État lui-même en ce qui concerne des coupes opérées par l'Assemblée nationale sur la dotation de leur chambre. Ils l'ont dit au cours de la plénière consacrée à la clôture de la session extraordinaire ce lundi même au Palais du Peuple. Nadine Laing et Serge Kouete. Députés et sénateurs s'en vont en vacances parlementaires sans aplanir leurs divergences de vue sur la loi des finances 2013, mais aussi sur la loi organique portant sur la restructuration de la CENI. Loin d'être une simple différence d'approche, les deux chambres du Parlement congolais sont visiblement sur le pied de guerre. Au cours de leur brève plénière de ce lundi, les sénateurs n'ont pas caché leur colère devant la coupe de plus d'1 milliard de francs congolais sur leur dotation annuelle, alors qu'en même temps, les députés nationaux qui se sont octroyés la part du lion se sont adjugés 2,4 milliards de francs congolais, regrette le très discret Évariste Mabi Mulumba, président de la commission ECOFIN du Sénat. Dans leur mécontentement, les élus des élus ont plutôt renoncé à 600 millions de francs congolais que leur alloue l'Assemblée nationale. Ils estiment que la Chambre basse du Parlement n'a aucun pouvoir d'imputer la somme allouée à leur chambre. Léon Kengo Adondo, qui a voulu se mettre au-dessus des sentiments, a plutôt remercié ses collègues pour le travail abattu avant de les inviter à plus de responsabilités. Difficile de partager les deux protagonistes quand on sait que l'Assemblée nationale va profiter de sa préséance sur le Sénat pour imposer ses points de vue, même le plus difficile à avaler. La situation d'insécurité au Nord Katanga créée par le Maï Maï Gédéon Kyungu, les Bakata Katanga de Tanda, était au menu des entretiens entre le ministre de l'Intérieur et la délégation des élus de cette partie du pays. Les interlocuteurs de Richard Mouyège lui demandent de prendre des dispositions qui s'imposent en vue d'éradiquer cette insécurité qui met en mal la quiétude de la population. La présence de la force internationale neutre à la frontière entre la RDC et le Rwanda fait débat à Kinshasa. La participation de l'opposition et de la société civile au pourparlers de Kampala aussi. Selon André-Marie Mouila, secrétaire général de Toge Noire, une ONG de défense des droits de l'homme, il n'y a pas de mal que l'opposition rejoigne la délégation de Kampala. Il demande que la force neutre soit aux frontières et non à l'intérieur du pays. Propos recueillis par Mariam Boya, Cédric Kidimbo. Politique, c'est leur point de vue, mais je me rends compte que leurs revendications actuelles concordent aussi avec celles de la société civile, dans le sens que aujourd'hui que nous voyons que, d'abord depuis toujours, nous avons demandé qu'il y ait un dialogue sur le plan national. Et si l'on y allait, ce n'est pas pour nous limiter à participer à l'évaluation de l'accord du 23 mars
que l'on ne connaît pas. Mais pour d'abord un peu, d'abord, à part l'évaluation, voir l'accord lui-même, qu'ils ont signé, quel était son fond. Et deux aussi parler d'autres problèmes du pays. C'est pas mal, tout dialogue, on ne peut pas refuser. Au niveau de l'Union africaine, maintenant on est d'accord pour déployer une force neutre. Cette force, comme encore une fois on l'avait demandé, va travailler, si pas en collaboration ou sous la direction de la MONUSCO. Mais cette force, à ma connaissance, devra être lignée sur les frontières entre la RDC, le Rwanda et éventuellement l'Ouganda. Et si par impossible, on disait que cette force puisse être déployée à l'intérieur de la RDC, alors là, ça ne vaut pas la peine. Indexé par l'ONU pour son soutien aux rebelles du M23, l'Ouganda vient de dévoiler ses vrais penchants en mettant en cause les dernières sanctions de l'ONU contre certains dirigeants du M23. Kampala jette un discrédit sur sa facilitation dans les règlements de la crise dans l'est de la RDC. Même si les deux camps à ces pourparlers se montrent optimistes quant à l'issue, je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Anita Luamba. Plus de doute possible, le facilitateur des pourparlers entre la délégation gouvernementale et le M23 fait preuve d'un parti pris évident. Le ministre ougandais de la Défense trouve que des sanctions du Conseil de sécurité perturbent sa médiation. Walter Kiyonga estime que l'accent devait être mis sur 4 points selon leur importance, à savoir la paix, la réconciliation, la démocratie et la justice. Pour le facilitateur, donc, il y a des gens au sein de la communauté internationale qui renversent l'équation en mettant l'accent sur la justice. Un bien curieux facilitateur qui feint d'ignorer qu'agiter le spectre de la justice dissuaderait plus efficacement les criminels dans leur entreprise. En fait, la facilitation ougandaise vient de se dévoiler sur sa tactique consistant à prendre parti en faveur du M23. Malheureusement, la partie congolaise continue d'adopter une approche pour le moins naïve, voire complice et accompagnateur de cette stratégie contraire aux intérêts du pays. Les Congolais sont menés en bateau tant au sein de la CIRGL que du Conseil de sécurité, respectivement par Kampala et Kigali. Le crédit que Kinshasa accorde encore à Kampala pour conduire la suite des pourparlers démontre à suffisance que les enjeux ne sont pas bien appréhendés à la rive gauche du fleuve Congo. Kinshasa négocie avec en face le M23 et Kampala. La facilitation ougandaise est en réalité l'avocat du M23. On se souvient encore des termes comme des griefs légitimes embauchés par la CIRGL, repris en écho à Kinshasa par le gouvernement. Et pourtant, ces attitudes suspectes auraient dû mettre la puce à l'oreille des autorités de Kinshasa en vue d'un recadrage de son action dans le cadre de la CIRGL. La diplomatie congolaise doit s'employer à interdire toute interférence dans les affaires touchant à la souveraineté de la RDC. Toute forme de consultation des États voisins sur le déploiement des drones dans l'est de la RDC équivaut à la méconnaissance de la souveraineté de la RDC. Le gouvernement l'aurait-il déjà oublié ? Les professeurs de l'université de Kinshasa se disent préoccupés et aussi par la situation dans l'est de la RDC. Dans une déclaration à l'issue de leur assemblée générale le week-end dernier, ces professeurs, regroupés au sein de l'APUKIN, ont mis en place une commission ad hoc pour étudier cette situation qui met en mal la paix dans la province de l'Est. Nadine Laing et Baby Malobo. C'est après un semestre que ce professeur, membre de l'association des professeurs de l'UNUKIN, se retrouve pour scruter leurs activités en ces débuts de l'année 2013. Une assemblée générale pour parler de tout. Et cette fois, outre les questions ordinaires de fonctionnement de leur association, la situation sécuritaire dans le Kivu préoccupe ces professeurs. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont vivement protesté contre les atrocités, les barbaries que subissent leurs compatriotes à l'est du pays. Mais en vue de tirer les tenants et les aboutissants de ce qui est devenu un véritable drame, les professeurs de l'université de Kinshasa ont en toute responsabilité décidé de mettre en place une commission aux fins d'approfondissement de tous les problèmes. La position des professeurs sera livrée prochainement. La question de leurs moyens de transport a été également évoquée au cours de cette assemblée générale, comme l'explique le porte-parole. Si jusqu'à ce jour,
les choses se sont assez bien passées. Les professeurs ont chargé leur comité exécutif d'obtenir l'exécution entière du protocole d'accord signé le 10 avril 2010 avec le gouvernement de la République. D'autres questions majeures sur cette association de professeurs de l'UNIKIN seront examinées la semaine prochaine. Le secteur des mines a repris sa place d'autrefois. Il est redevenu le principal contributeur au produit intérieur brut du pays. En revanche, son apport est faible en termes de recettes à cause de nombreuses contraintes liées aux transactions financières et commerciales passées entre les entreprises minières et leurs sociétés mères qui influent négativement sur la rente minière. Conscients de cette situation, les experts venus des ministères des Mines, des Finances et les administrations fiscales recourent à l'expertise technique du FMI pour pouvoir aider le gouvernement à relever le défi de la modélisation des recettes dans ce secteur. Cette formation assurée par le comité technique de suivi et évaluation des réformes s'inscrit plutôt justement dans cette logique. Les travaux ont eu lieu au Cercle français à Gombe. Reportage. Pendant 5 jours, 2 groupes, le premier travaille sur les prix des transferts et l'autre sur la modélisation des recettes, vont suivre des matières attentives grâce à l'expertise internationale. Ces leçons permettront à la RDC de disposer d'un modèle d'analyse et des projections des recettes du secteur minier susceptibles d'orienter les décisions du gouvernement en matière de politique fiscale minière. Pour la mission technique du FMI, il n'est pas question de faire un transfert des modèles, mais il s'agit de s'adapter aux réalités congolaises. Il faut trouver comment les insuffisances du contexte local peuvent être adressées. On ne peut pas transporter un régime étranger dans un régime congolais et dire voilà, ceci va marcher ici de la même façon que ça marche dans un autre pays. Donc il faut adapter le matériel aux besoins et aux spécificités congolaises. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous allons essayer de faire au cours de la semaine. Le coordonnateur du CTR estime que cette formation tombe à point nommé. Elle vise à maîtriser l'exercice des modélisations des recettes attendues dans les prochaines années. Nos administrations fiscales ne maîtrisent pas assez. Et donc là, nous avons l'avantage d'avoir une mission d'assistance technique qui a une expertise et une expérience internationale dans ce domaine, qui vient justement renforcer les capacités de nos administrations ici. Le vice-ministre aux Finances a les justes mots pour circonscrire l'essence de cette formation. La présente assistance technique a été mise en place dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la gestion des ressources naturelles, à la suite d'une requête du ministre des Finances adressée au Fonds monétaire international en 2011, afin d'aider la République démocratique du Congo à tirer avantage de ces nombreuses ressources minières. La mission technique du FMI mettra à profit son séjour à Kinshasa pour échanger avec le gouvernement congolais sur les options de révision du code minier, particulièrement en ce qui concerne les aspects fiscaux. Des points importants ont été débattus ce lundi à la Troïka politique, comme à la réunion du groupe thématique du secteur productif à la primature. Le gouvernement s'apprête à reprendre contact avec le nouveau chef des missions du FMI, mais aussi s'élance à maîtriser l'indice des prix des biens de consommation. Reportage. La reprise des contacts entre le gouvernement et les Fonds monétaires internationaux demeure la principale information de cette rencontre. Une nouvelle mission est attendue à Kinshasa dans les tout prochains jours. Côté gouvernement, on s'attend à des échanges fructueux avec l'équipe qui vient de Washington. Nous attendons une mission du Fonds monétaire international. Ce sera une mission de prise de contact avec le nouveau chef de mission. Donc, échanger avec nous de la façon dont nous allons faire évoluer nos relations avec le Fonds monétaire international. Et bien sûr, cela en vue d'un prochain programme formel avec le Fonds. Le gouvernement travaille déjà sur des grands dossiers de la vie sociale. Des études sont menées depuis 2012 pour la maîtrise du processus de formation des prix des denrées alimentaires sur les marchés, notamment les chinchards et le riz. Au cours de la réunion thématique du secteur productif, il a été révélé que la province du Nord Kivu a été copieusement pillée pendant les 11 jours d'occupation par les rebelles du M23. Le gouvernement dit avoir décaissé des fonds pour venir en aide au secteur touché.
Il a été recommandé qu'un appui soit apporté à la province pour le redémarrage de ces activités. Là, il faut noter avec joie qu'un premier fonds d'environ 500 000 $, ont déjà été mis à disposition du gouvernorat de province du Nord Kivu pour le redémarrage de ces activités. Et cela n'est qu'une première tranche. Un rapport présenté par le gouvernement révèle que plus de 4 millions de dollars américains ont été emportés de caisses de certaines entreprises publiques basées dans la ville de Goma. Les délégués au pourparlers de Kampala sont appelés à tenir compte de cette réalité. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 évoluent normalement et pour se rendre compte de cette effectivité, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction et son collègue des ressources hydrauliques et électricité étaient ce samedi à Zongo. Fridolin Kasuechi et Bruno Kapanji sont plutôt satisfaits des avancées significatives enregistrées même sur le gros reste encore à faire. Élisée Bilonda Kasonga et Blanchard Kando. C'est dans l'après-midi du samedi 12 janvier 2013 que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction et son collègue des Ressources Hydrauliques et Électricité foulent le sol du site de Zongo 2 dans la province du Bas-Congo. Dans leur suite, le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures, les responsables de la Société nationale d'électricité, la liste est loin d'être exhaustive. Ici sera érigé un barrage hydroélectrique d'une puissance de 150 MW. Un cadeau signé Joseph Kabila Kabange, qui a d'ailleurs lui-même lancé les travaux le 16 mai de l'année dernière. Fridolin Kasuechi Musoka et Bruno Kapanji Kalala souhaitent à travers cette visite faire une évaluation des travaux sur les sites. La délégation effectue une visite systématique de toutes les installations, de la maquette, en passant par les travaux de génie civil effectués par l'entreprise chinoise Sinohydro, commis aux travaux, rien n'est laissé au hasard. Les ouvriers y sont à pied d'œuvre, l'objectif étant de respecter le délai imparti, soit le mois de mars 2015. Le ministre de Ressources hydrauliques se dit satisfait des avancées enregistrées. Les travaux se poursuivent comme vous voyez et nous ferons régulièrement ce genre de visites. Nous les faisons pour concrétiser la vision du président de la République, Joseph Kabila, sur la révolution de la modernité. 360 millions de dollars américains et les montants alloués à cet ouvrage. C'est un cofinancement de la République démocratique du Congo et de la Chine, un crédit remboursable. Nous demandons aussi à la population de soutenir cet ouvrage à travers différentes formes, la protection de ce qui existe et la sécurisation de ce qui s'est fait, de manière à ce que l'on arrive à la fin des travaux en toute quiétude et qu'il n'y ait pas de matériel volé. La centrale hydroélectrique de Zongo 2, une fois terminée, servira de complément à Inga 1, Inga 2 ainsi que Zongo 1. Elle va desservir en courant électrique les provinces de Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu et Katanga. Bientôt, la route nationale numéro 1 tronçon UPN Mitendi sera élargie, soit 2x2 de part et d'autre. La confirmation est du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Médard Ilunga. Pendant que le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasuechi, inspecte le site, ces travaux permettront de désengorger ce coin de la capitale. Le gouvernement veut donner un nouvel élan à la réhabilitation ainsi qu'à la modernisation des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Le tronçon UPN Mitendi sur la route nationale numéro 1, soit 15 km de chaussée, sera élargi. Lancé depuis le 10 septembre 2011, des études sur la faisabilité y ont été effectuées par l'Agence congolaise des grands travaux. Les avancées sont significatives et pour s'en rendre compte par lui-même, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction descend sur les lieux en compagnie de son collègue des Ressources hydrauliques et électricité. Fridolin Kasuechi Musoka et Bruno Kapanji Kalala écoutent avec attention les explications fournies par les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux, Médard Ilunga Mwamba. Avant les débuts des travaux, rassure-t-il, toutes les dispositions seront prises pour éviter la congestion du trafic. Nous avons terminé totalement les études sur le plan topographique,
sur le plan géotechnique et sur le plan socio-environnemental. Donc aujourd'hui, je sais vous dire que globalement, nous avons sur 15 km, nous avons plus ou moins 60 millions le montant total du projet. La chaussée en elle-même prend 15 millions de dollars et les assainissements prennent 16 millions de dollars. Le démarrage des travaux est prévu dans un mois, le temps de réunir toutes les conditions nécessaires. Le ministre de la TUIT-PER invite l'Agence congolaise des grands travaux à impliquer les populations à travers une sensibilisation pour s'approprier ce projet qui permettra de désengorger ce coin de la capitale. Les banques syndicales et le gouvernement se sont mis d'accord en signant les protocoles d'accord qui répondent les revendications des enseignants. Chacune des parties s'est décidée de mettre à profit cet engagement. La cérémonie de clôture de ces négociations s'est tenue au CEPAS le week-end dernier. Rosa Wazi et Fiston Bouini. Veuillez vous asseoir. C'est finalement très tard dans la nuit que le bon syndical et le gouvernement endossent ces protocoles d'accord qui sanctionnent les 4 jours de travaux. Les deux parties s'engagent à collaborer comme par le passé. La majoration du salaire de base de l'enseignant de 17 000 francs congolais suivant les plans d'exécution du budget 2013. Deuxièmement, la majoration de l'enveloppe de prime de fonction spéciale enseignante de 2,5 milliards de francs congolais par mois, suivant le plan d'exécution du budget 2013. L'organisation d'une mission conjointe, syndicat-gouvernement, de contrôle des effectifs. Après 4 jours d'intenses travaux, Jacques Loukoukou, rapporteur de l'intersyndicat de l'EPSP, exhorte les autres syndicalistes à restituer les résolutions de ces assises à leurs bases respectives pour leur mise en application. Vous avez l'obligation de restituer fidèlement à vos bases respectives toutes les résolutions issues de ces travaux et d'être attentif et dénoncer tous les obstacles qui pourraient surgir dans l'exécution de ces résolutions. Pour sa part, le gouvernement s'engage à remplir sa part de contrat pour le bien-être de l'enseignant. L'engagement qu'il nous faut prendre aujourd'hui, c'est qu'à la fin de l'année 2013, nous ayons fait du chemin par rapport à là où nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne la condition de l'enseignant congolais. C'est en tout cas la volonté du gouvernement. Les deux parties sont tenues au respect de ces protocoles d'accord pour la réussite de l'année scolaire 2012-2013. Troisième phase de la campagne des soins gratuits. Cette fois-ci, elle concerne les grandes interventions chirurgicales. 900 personnes enregistrées vont devoir être opérées. Le ministre de la Santé publique a procédé au lancement ce lundi à la clinique quinoise. Rosa Wazi. Au total, 900 patients retenus pour bénéficier des interventions chirurgicales gratuites dans le cadre de cette troisième phase de la campagne de soins de santé gratuits lancée par le gouvernement. 2 cliniques ont été retenues pour la prise en charge de malades, la clinique quinoise et la clinique de l'Union africaine. Félix Kabangé rassure le malade. Il y a un premier service chirurgical qui va commencer à partir de 7 h jusqu'autour de 13h. Et le deuxième service qui travaillera de 13 h jusqu'à 19 h pour nous permettre d'avoir les 10 interventions. Nous remercions le président de la République qui a mis à notre disposition la clinique de l'Union africaine pour que nous puissions y faire toutes les grandes interventions, y compris la salle de réanimation où nous pourrons garder les malades. Nous remercions le médecin directeur de la clinique quinoise avec tout son personnel parce qu'ils se sont disponibilisés pour nous accompagner dans cette troisième phase. Toutes les dispositions sont prises, des chambres pour les internés, les blocs opératoires. Au moins 60 malades vont devoir être opérés par jour selon le programme établi. Place à présent à la revue de presse. Pour parler des compas, la restructuration de la CENI, autant des sujets commentés par les journaux parus ce lundi à Kinshasa. Pour parler des compas, l'avenir annonce que les travaux reprennent aujourd'hui. Le confrère croit détenir des informations précises sur cette rencontre, indique qu'au cours de ces pourparlers, la délégation congolaise va écouter les M23 et répondre à ces revendications jugées légitimes. Les journaux renchérit que la délégation gouvernementale ne répondra qu'aux revendications qui respectent les
des dispositions constitutionnelles de la RDC et ne devront pas porter atteinte à la souveraineté nationale, à l'intégrité du territoire et au caractère apolitique de l'armée et de la police nationale congolaise. L'observateur qui revient sur la même information va plus loin pour faire constater qu'à court d'arguments, le M23 joue au chat et à la souris. Les confrères estiment que le M23 tente de contraindre le gouvernement congolais à un cessez-le-feu. Pourtant, sur le terrain, les rebelles mettent en œuvre leurs manœuvres dilatoires, ce qui laisse présager la relance des hostilités. Nous traînons de voir à travers la reprise de ces pourparlers des Kampala un piège tendu au gouvernement par les rebelles centrafricains, c'est le cas. Pour le journal, la situation sécuritaire en République centrafricaine inspire les rebelles du M23. Dans la quête de la légitimité de sa lutte, le M23 fédère l'opposition blessée dans son fort intérieur pour créer une coalition avec certains opposants en reprenant la guerre pour renverser Kinshasa ou l'obliger à faire de grandes concessions. Grand Lac Info renseigne qu'ayant constaté ces pièges tendus contre lui, le gouvernement congolais cherche à tout prix à multiplier à sa manière le manœuvre dilatoire pour gagner du temps. Pour les palmarès, le pourparler des Kampala se déroule dans une confusion totale sur fond des méfiances réciproques. Chacun veut camper sur sa position, ce qui semble pas donner beaucoup d'espoir malgré les espoirs que le peuple, surtout celui de l'Est, place dans ces discussions. Après le Rwanda, l'Ouganda ôte le masque et crie les phares. Pour le confrère, l'Ouganda est mal à l'aise depuis le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la proposition de Hervé Ladsou qui consiste à placer les drones pour la surveillance de l'espace aérien de la frontière ougando-rwando-congolaise parce que, conclut le journal, ces pays voient ses intérêts menacés. Terminons cette revue de presse avec le potentiel qui parle des divergences des vues nationales sur la restructuration de la CENI. Pour le journal, malgré l'urgence de l'amélioration du processus électoral par une profonde restructuration du cadre institutionnel d'organisation des scrutins en RDC, les deux chambres du Parlement ne se sont pas parvenues à un compromis autour d'un projet organique de la CENI. Et se sont cabrées chacune sur ses positions. Le journal conclut que face à ces blocages, le dernier mot revient au président de la République. Toutefois, il est clair que c'est la position de l'Assemblée nationale qui va l'emporter. Un communiqué avant de nous séparer à l'occasion du 52e anniversaire de la commémoration de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et ses compagnons Joseph Okito, ancien président du Sénat, et Maurice Polo, ministre de la Jeunesse et du Sport. La famille organise le jeudi 17 janvier 2013 à 10 h dépôt des gerbes des fleurs au monument Patrice Emery Lumumba à Limete. 16 h, messe d'action des grâces à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.